Si la nuit suicide mon cri rebelle, des milliers d'autres poètes se lèveront à l'horizon pour simplement crier la liberté et porter au creux de l'écume ma parole précise et torrentielle de notre ami, cher ami Paul Dakéyou dans Soweto, soleil fusillé. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout ce beau public. Cet après-midi, comme nous sommes bien sustentés, comme dirait l'autre, nous allons bien manger. Nous allons entamer cet après-midi le panel qui a comme thème littérature et exil. Quelle écriture de résilience? Et je vais d'abord vous présenter donc, mes amis qui sont à côté de moi, autour de moi. Mon ami et frère Dios Diallo de la Mauritanie, qui ne le connaît pas, il organise des Mauritanides. Voilà, qu'il porte sur ses épaules. Et je vous assure qu'il fait tout pour que ça marche, et ça marche. Merci, Dios. Et c'est aussi l'un des personnes ressources de la littérature africaine, de la culture africaine. Ensuite, il y a mon ami et frère, Seydou Gougnan, avec qui je suis heureux de pouvoir le retrouver au mois d'octobre au Mila, dont je suis l'un des invités d'honneur. Et donc, on a des amis communs qu'on connaît en Côte d'Ivoire, Samuel Denis et compagnie. Et vous savez que la parole de la Côte d'Ivoire est très présente au Sénégal. Et que le Sénégal est très présent en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est qu'ils sont rentrés il n'y a pas longtemps du SILA. Et je crois que ça a été, on a vu le travail qui a été fait au SILA et comment le Sénégal a été vraiment porté au pinacle dans cette fête du FINA. Enfin, mon ami et frère, c'est Saou, que j'appelle amicalement Kerno, qui a eu le prix depuis la Violette, du Sénégal. Kerno qui est un écrivain, il traverse les frontières de la littérature. Il n'y a pas longtemps, il a sorti un poème dont j'ai eu l'immense honneur de faire la préface. Et il est aussi éditeur, Edissal, c'est lui. Et votre serviteur, donc c'est Dr Dongobay. Je suis sociologue, journaliste, professeur d'université et surtout écrivain et poète. Nous sommes dans une dynamique qui nous oblige à quelque chose, c'est la gestion du temps. Et nous sommes obligés de gérer ce temps. Nous avons que 45 minutes. En principe, le panel, c'est ça, oui, c'est ça, hein, c'est pas moi le but qui a inventé. On devait passer de 14h30 à 15h15. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'on soit le plus concis possible. D'accord? Je ne suis pas obligé à prendre des mots de draconiens dont je suis d'ailleurs. Ils le savent à Belgrado. Oh, combien je peux être entre guillemets méchant par rapport à la prise de parole. Donc, gérer le temps. L'exil. On peut dire que l'exil, en fait, c'est un cadre de vie, c'est un espace. Il y a l'exil extérieur, l'exil intérieur. Il y a l'exil, c'est une sorte d'inspiration. C'est un thème littéraire très fécond, l'exil. Est-ce qu'on est dans l'exil physique ou psychologique? Est-ce que nous sommes dans l'exil géographique, social, dans l'exil historique, du dedans, du dehors? Est-ce que nous sommes dans l'exil dans laquelle nous amène la langue comme figure, la langue, à gauche et là. Gauche, venez là, s'il vous plaît, mon cher ami. Et Muriel Diallo. Donc, voilà, donc Muriel Diallo, donc France et Côte d'Ivoire.
et cause, donc on ne présente plus maintenant, donc qui est France et Côte d'Ivoire. Moi c'est Grand Bassam. Voilà, Grand Bassam. Comme moi je disais très souvent quand on me présentait Ndongo Mbaye France, je dis Ndongo Mbaye Yeumbeul. Bien que je vécu en France pendant 45 ans. Voilà. Donc je suis de Yeumbeul et j'ai vécu en France 45 ans. Ça ne veut pas dire que je suis de France, je suis de Yeumbeul toujours. Donc merci beaucoup d'être là, vous savez. Et donc je disais que la langue aussi, c'est aussi une figure d'exil, la langue en elle-même, parce que c'est aussi un lieu d'étrangeté. C'est un lieu qu'on appelle aussi même un lieu d'extranéité, c'est-à-dire quelque chose qui est étranger à ce que nous sommes. La langue peut être une langue première, une langue maternelle. Quand j'écris en français, suis-je en exil ou pas? Parce que je l'écris dans une autre langue qui n'est pas la mienne, le Wolof. Et vous savez que l'écriture, qui est une partition solitaire, un accouchement solitaire, c'est aussi une forme d'exil, l'écriture. Parce que nous savons tous que quand on écrit, on s'éloigne des autres. Et on se met dans une espèce d'insularité de création, qui fait que, eh bien, l'exil aussi peut être vu. Et quand on voit les anciens, l'écriture des premiers livres de romans, sont tous écrits presque à Paris en général. Les trois volontés de Malik de Amadou Mapate Diagne, 1920. Force comptée de Bakary Diallo, 1924. La violation d'un pays, de Lamine Senghor, 1929. Karim, roman sénégalais, 35, et Mirage de Paris, Ousmane Sissoko Diop, à Paris aussi. Dokissimi de Paul Azimi, en 38, tous à Paris, tous en exil. Le Docker Noir et un livre dont le personnage principal est aussi un personnage en exil et qui vit une aventure ambiguë, Samba Diallo, dans l'aventure ambiguë. Et quand nous lisons le Docker Noir, Aimé Césaire, cahier de retour au pays natal aussi. Nous voyons aussi, quand nous lisons mon ami Paul Dakeyo qui écrit Moroni, cet exil aussi, nous sommes aussi dans l'exil. Pour vous dire que même des jeunes écrivains comme El Nathan John, qui a écrit Né un mardi, un Nigérian, qui vit comme avocat à Berlin, eh bien, dans cet exil-là, son écriture n'est-elle pas aussi une écriture de résilience? Donc voilà un peu moi les questions que je me pose, et je crois que chacun de nous, à tout de rôle, va donner un peu sa notion, je dis bien sa notion de l'exil, parce que pour moi l'exil est pluriel, et l'exil demande beaucoup de recherche, parce que ce n'est jamais là où on l'attend, et que nous ne sommes jamais loin de l'exil quand nous écrivons. Merci beaucoup. Je vais commencer à donner la parole à la femme, Muriel, et ensuite, voilà. Aujourd'hui, je préfère. Je disais au départ, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, non, mais. D'accord, mais je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre pour commencer. Merci. Mais ce soir, moi, je sens que je vais être malmené. Je vais avoir plusieurs problèmes. D'abord, le premier, c'est que notre modérateur, il a dit que nous avons un problème de temps. Et il a longuement parlé, il me semble. C'est mon premier problème. Mon deuxième problème, parce que je n'aurais pas souhaité être là en ce moment précis, parce que le ventre lourd, je deviens serré, et j'ai tendance plutôt à la somnolence qu'à la réflexion. Les enfants, ouais, on va essayer. Je voudrais tout d'abord saluer les doyens qui sont là. D'abord, le doyen Boubacar Boris Diop, je salue très respectueusement. Saluer la maman André-Marie Diagne, très respectueusement, et mon maître, Marouba Fall. Ton maître qui va s'exiler là.
Pour raison d'émission là. Tous les autres doyens qui sont là dans la salle. Et Abdoulaye Iliman Kane, chemin faisant. Amadou Iliman Kane, chemin faisant. Très sincèrement, s'il y a un mot dont je voudrais souhaiter formidablement la suppression du vocabulaire, c'est le mot exil. Habitant la terre, enfant du monde, je peux pas comprendre que je sois étranger quelque part. Pour moi, la terre partout est mon lieu d'habitation. Pourquoi donc on voudrait que l'exil puisse être là? Si l'exil existe, parce que justement, quelque part, il y a une convoitise des hommes qui s'est exercée, et il y a aussi la possession des hommes aussi. Parce que l'humain cherche toujours à posséder quelque chose, à toujours délimiter un territoire. À partir de ce moment, il prend pour lui-même, comme acquis pour lui-même, tout ce qui l'environne, et tout ce qui est hors de cet environnement n'appartient plus à personne. Et quiconque y entre devient un étranger. Et c'est dans ce moment seulement qu'on peut concevoir le mot exil. Et ce mot, il est à la fois fascinant pour moi pour deux choses. D'abord, il est à la fois une volonté, et ensuite symbolise un refus. Quelqu'un qui s'exile, c'est parce qu'il ne peut plus ou il ne veut plus vivre avec les siens quelque part, et il est obligé de partir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et ensuite, c'est une volonté aussi de marquer un refus, une protestation à quelque chose, à des éléments qui sont là, auxquels il ne peut plus rien, il est obligé de se soumettre ou de s'en aller. Finalement, il s'en va. Ce n'est pas tous les exils qui sont mauvais en soi. Nous en avons connu beaucoup. Presque la plupart des prophètes sont exilés pour voir leur mission s'accomplir. Souvent, c'est de l'exil que s'accomplissent souvent les missions. Hugo s'est exilé pour prendre un essor, pour prendre un envol. Et même chez nous, certains écrivains qui ont eu à connaître cet exil, si on peut l'appeler comme ça, ont eu quand même un épanouissement qui est survenu à partir de leur exil. Alors, est-ce qu'il faut penser l'exil en termes de résilience? Pour moi, non. Parce que si on est dans l'exil aussi, on est toujours dans une forme de lutte. On est en train toujours de... Il n'est pas toujours agréable pour moi, l'exil. Mais il est difficile pour moi d'en parler. Parce que je ne connais pas l'exil en soi. Je ne l'ai jamais vécu. Dans aucun de mes écrits, je ne parle de l'exil. Ce mot même, je suis sûr et certain qu'il n'existe pas dans mes écrits. Donc, il est très difficile pour moi de parler de l'exil, de dire comment vivre ceux qui se croient exilés. Et je reviens à ma première pensée. L'exil n'existe pas pour moi, parce que nous sommes tous enfants de la terre. Partout est un chez nous, et on n'a pas le droit de sentir étranger quelque part. Merci. Je crois que c'est là où se trouve l'intérêt de la démarche de Seydou. C'est le fait que lui-même il le dit, il le confirme, il dit que donc, il n'a jamais écrit sur l'exil, il n'emploie pas le mot exil, il ne sait pas ce qu'est l'exil. Je crois que justement c'est là où sa parole devient intéressante, c'est parce que justement au départ, eh bien je peux dire parce qu'il met en exil le mot exil. Et donc c'est ça. Alors, moi je vais prendre beaucoup de temps, comme prévu. La thématique, dans la thématique, il y a deux mots forts. Exil, mais l'autre mot dont on ne parle pas beaucoup, c'est résilience. Alors, exil, franchement, moi j'ai rien à dire sur l'exil, personnellement, quoi. Parce qu'à peu près tout le monde sait ce qu'on peut mettre dans le mot exil. À peu près tout le monde sait. On va deviser, ergoter dans tous les sens, mais tout le monde sait clairement ce qu'on peut mettre ou ne pas dans le mot exil. Moi, ce qui me dérange dedans, c'est le mot résilience.
Et c'est un drôle de mot, parce qu'il n'est pas si évident que ça. Je vous mets au défi de trouver une définition claire de ce mot, résilience. D'autant plus que c'est un mot neuf. Il y a une dizaine d'années, personne, à part dans des cercles d'érudits, souvent sénégalais d'ailleurs, n'utilisait ce mot-là. Ce mot-là, aujourd'hui, est rentré dans la logorie publique, dans l'espace public d'une manière incroyable, tellement incroyable qu'il est suspect à mes yeux. Résilience. Il y a 10 ans, personne ne savait ce que signifiait ce mot. Aujourd'hui, dans toutes les thématiques, partout, à la radio, à la télé, le mot est tellement fréquent, c'est comme qu'il en devient suspect, comme émergence, renaissance, plan d'ajustement structurel, c'est des mots, c'est joli, quoi. Des beaux mots, de belles expressions qui rentrent dans le langage commun, dont on ne peut mettre une définition claire sur la tête. Sauf peut-être de façon instinctive, on se dit, ah, peut-être que la résilience, c'est, bon, voilà, c'est dur, mais tu rigoles. Tu as les pieds dans le caca, mais tu danses quand même du rock'n'roll ou du mbalax. Globalement, ce sont des mots qui sont faits, qui remplacent d'autres mots, qui ont une définition beaucoup plus claire, beaucoup plus séditieuse, beaucoup plus génératrice de réflexion. Résilience ou résistance? Quand tu ériges le mot résilience en langage populaire, tu fais oublier les mots qui veulent dire exactement le contraire, qui veut dire non, moi je n'en veux pas de ta putain de résilience. Moi, je veux résister à l'oppression économique, sociale, philosophique, tout ce que tu veux, que tu me fous sur la tête. J'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de me contenter de mon sort et danser alors que j'ai les pieds dans le caca. Et c'est ça, moi, que ça interroge. C'est comment ces mots-là sont arrivés dans le langage populaire, au point d'en devenir des dictats. Pour dire, bon, et d'ailleurs, en France, pour parler d'exil, on n'utilise pas trop ces mots-là. Hein, quand on parle de nous, là, comme le grand frère de le tonton disait tout à l'heure à propos des conflits, on voit tout de suite là deux négros en train de se balancer des grenades, machin. C'est quand on entend résilience, voilà, tu vois les ghettos de Kinshasa, d'Abidjan ou de Dakar, et les gars, quand même, vous êtes quand même trop sympas. Vous avez beaucoup de problèmes, mais vous continuez de rien. Donc moi, ce que je veux bannir de ce débat, justement, c'est pas l'exil. Parce que c'est une définition claire. Chacun de nous peut trouver une définition de ça. Ce que je veux bannir de ce débat, c'est le mot résilience. Voilà. Donc moi, je me sens résilient de rien. Je ne lâche pas l'affaire. Je suis en résistance. Je veux une révolution. C'est-à-dire retourner la table des idées, la table des idéologies. Tout ce qui nous arrive n'est pas normal. Ce n'est pas une espèce de fatalité qui nous est tombée dessus par le temps, les dieux, ou je ne sais quel autre féticheur venu de donner ses calmères. Donc voilà, à la place, il faut faire disparaître ce mot-là. Et je milite pour qu'il disparaisse vraiment du non-entendement général. Il fait partie de ces nouveaux mots de la social-démocratie qui veulent qu'on accepte d'être ce qu'eux, ils veulent qu'on soit. Voilà. Comme disait Gauss, le mot exil, on peut l'emmener partout. Pour moi, l'écrivain est un exilé, que ce soit de manière physique, ou intérieure ou psychologique, l'écrivain est un exilé. Ce qui est pour moi important, c'est sa capacité à être fécond, sa capacité à porter, comme le disait le professeur Kahn, nos valeurs de réappropriation, nos valeurs culturelles, pour demain porter l'espoir, comme disait Gauss, résister. Aujourd'hui, nous avons une population très jeune en Afrique. La notion de valeur culturelle, sociale,
est très très important. Comment l'écrivain peut se réinventer. Pour qu'on n'écoute plus uniquement des artistes chanteurs, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, on les appelle souvent un coupé décalé, des amuseurs publics, mais qu'on revienne vers nos valeurs et qu'on écoute davantage ceux qui portent ces valeurs. Vraiment, Ghost, je te remercie par rapport pour ta définition et pour le mot résistance que tu as mis en place dans ce débat. Parce que réellement, quand on parle de résilience, d'exil, moi je préfère qu'on parle de résistance parce que c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je conçois un peu ma façon d'écrire. C'est une forme de résistance pour trouver un équilibre entre l'ici et là-bas. Parce que quand on est en exil, personnellement c'est mon cas, au départ c'était très compliqué parce que je n'arrivais pas à trouver ce fil conducteur qui reliait vraiment de façon fluide mon ancienne maison et ma nouvelle maison. Donc sur ce fil-là, on a plusieurs critères, plusieurs images qui s'opposent continuellement. Et là, on revient au conflit perpétuel qu'on rencontre pour trouver cet équilibre-là. Donc pour pouvoir trouver l'équilibre, on n'a pas grand-chose à faire. Soit on se plonge dans l'alcool ou dans autre chose qui permet d'oublier l'ancienne maison, ce qui n'est pas du tout faisable, ou bien on essaie de résister et on commence à résister, on trouve les moyens de résister. Par rapport à ça, moi je n'ai pas commencé par l'écriture. Quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression que j'avais oublié d'écrire. J'avais oublié, je pensais que je ne savais plus écrire parce que les mots étaient trop douloureux. Et les mettre sur le papier était très très douloureux pour moi. En plus, j'avais laissé un pays en guerre, j'avais laissé une famille, ma famille. Et quand on part comme ça, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra. Et si on reviendra un jour, et qui on trouvera en vie. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et en tant que mère, maman, j'avais 2 enfants en plus. Donc comment trouver ce fil conducteur là qui pourrait faire que je puisse être une mère accomplie sans que mes enfants aient à payer de tous ces drames qu'on a eu à traverser, et en même temps ce qui me fait vivre un auteur, parce que l'écriture pour moi est toujours vitale. Donc comme les mots ne venaient pas, donc je me suis mise à dessiner. Je ne sais pas si certains me connaissent un peu, mais je suis peintre à l'origine et illustratrice. Et là, je me suis mise à découper pour résister justement. J'ai eu ce sentiment très fort qu'en découpant, en rassemblant, on me disait que j'avais perdu la tête parce que je commençais à créer des tableaux qui rassemblaient tout ce qu'on jetait. J'avais l'impression qu'on jetait pas mal de choses et certains appelaient ça du recyclage, mais c'était pas dans le but de faire du recyclage, c'était dans le but de montrer aux gens qu'on pouvait vivre ensemble avec tous nos petits bouts réunis et collés d'une façon presque harmonieuse. C'était pas l'harmonie que je cherchais au départ, mais finalement il y a eu cette harmonie-là qui s'est installée dans cette démarche-là. Donc pour moi, cette façon de résister m'a permis d'aller vers l'autre sans crainte. Parce qu'en allant vers l'autre, que je croyais étranger à moi, j'ai eu à discuter, j'ai eu à partager, et on s'est retrouvés tous dans la recherche, on ne va pas dire du bonheur, c'est un peu niais, mais c'est presque ça, dans la recherche d'un équilibre qui nous permettrait de vivre une vie normale, voilà, plutôt saine. Donc moi j'ai commencé par écrire, mais écrire avec du collage, avec des dessins, avec de la couleur. Et c'est seulement après que les mots sont venus.
Donc j'ai commencé à mettre des mots là-dessus. Et ces mots-là aujourd'hui, pour moi, ce sont des véritables bijoux. Parce que ça m'a permis vraiment à retrouver une place dans cette société-là que je croyais avoir perdue. Et surtout, ça m'a permis justement d'avoir toujours ce fil-là entre l'ancienne maison, je dis toujours ici et là-bas. Et pour moi, le ici et là-bas, finalement, ne sont pas aussi différents que ça avec l'écriture. Parce que, voilà, cet équilibre-là, j'ai pu trouver cet équilibre-là dans cette forme de résistance. Donc, je pense que c'est un peu différent de vos expériences. Voilà, donc moi, c'est ce que je peux... voilà. On voit justement à quel point il y a une espèce de glissement presque sémantique, à la limite, entre ce qu'on a entendu tout à l'heure sur Gauze, donc qui parlait de... Maintenant, on entend plus le mot résistance, en fait, résister, et donc jusqu'à même une quête de révolution, parce que Gauze parle de révolution, et là, on entend le mot équilibre, c'est vraiment la recherche de l'équilibre, et l'équilibre, justement, c'est le lieu, c'est l'espace du mieux-être, en fait. Quand on se sent un peu soit entre révolté, soit rejeté, ce qu'on recherche d'abord, avant tout, c'est ce que l'anglais appelle balance, c'est-à-dire vraiment l'équilibre, et je crois que c'est ça qui est aussi ce que recherche Muriel, et je crois que c'est aussi l'exil et la résilience, que le mot que n'aime pas Gauze, eh bien, peuvent aussi amener dans un espace de reconquête, un espace reconquis, qui n'est pas reconquis, mais par l'équilibre. Merci, Muriel. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir marché sur la langue. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, que depuis quelques années, ce mot-là qu'on ne connaissait pas est entré dans la sémantique quotidienne, et surtout avec les organisations internationales, on parle tout le temps de résilience, on parle de... Non mais, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut plutôt parler de résistance, ça en est deux. Mais surtout, moi, j'ai beau avoir vécu plus de 10 ans en France, mais je ne me considère pas, et j'ai jamais pensé l'exil d'une certaine manière. Pour moi, l'exil, c'est plutôt un espace d'ensemencement qui permet de pouvoir s'adonner à une chose, de réfléchir à une chose, de penser une chose et de se retrouver soi-même face à une pensée ou à une idée donnée. Contrairement à ce que Ndongo disait tout à l'heure, il faut s'exiler pour écrire. Moi, c'est tout à fait le contraire. J'écris beaucoup plus quand je suis dans un espace bruyant, quand il y a beaucoup de bruit autour de moi, quand on discute, quand on parle. J'écris en ce moment beaucoup plus que lorsque je m'isole. Et c'est pourquoi à chaque fois, j'ai des feuilles, j'ai des petits bouts de papier, et je prends, quand l'inspiration arrive, je me mets à écrire. Mais sans le doute, c'est pas parce que ce que j'écris, c'est ce que je vis tout de suite là. Mais j'écris d'autres choses, enfouies en moi, qui sont dans un autre espace. Je décris d'autres choses, mais ce n'est jamais, en tout cas rarement, en rapport avec le présent que je vis. Est-ce que cela aussi, c'est une part d'exil? Je ne sais pas, chacun interprétera l'exil selon sa manière de voir, selon son fort intérieur. Est-ce que l'exil, c'est le présent? Est-ce que l'exil, c'est l'absent? Est-ce que l'exil, c'est tout simplement le temps d'évasion par rapport à une chose? C'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que la résistance est là, résistance face à des quotidiens souvent pénibles, à des quotidiens qu'il faudra souvent nommer, à des quotidiens qu'il faudra souvent avoir le courage d'observer et de dire ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas, ou de l'incompréhension qu'il y a entre ces vécus-là, qu'on est tous là, qu'on est obligé par moment soit de modérer, soit de saupoudrer, soit de leur accorder une certaine peinture, comme le fait si bien Mireille je le dis parce que pour avoir observé un petit peu ces tableaux, ces débits, ces dessins, ces illustrations, tout ça, en France, c'est des quotidiens qui nous reviennent, qui nous renvoient comme une sorte de miroir par rapport
à des contextualités, mais ça, c'est selon les cultures de tout un chacun. Et à travers ça, on peut l'appeler la résistance, on peut l'appeler la manière de nommer, on peut l'appeler la manière de dire, mais toujours est-il que on se met dans les cultures, on se met dans la création, qu'on soit peintre, artiste, illustrateur ou autre. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faudra, à mon sens, réfléchir plutôt que sur la notion de l'exil, parce que tout simplement, je ne sais pas, chacun a son exil à lui, qu'il peut nommer, ou qu'il peut vivre, qu'il peut illustrer, mais forcément, quand même, quelque part, la résistance est là, parce que c'est ce qui fonde notre écriture, tout en chacun, et c'est ce qui permet de communiquer, d'aller vers l'autre. Maintenant, Samy le disait, par exemple, ce matin, entre ce qu'on écrit et le retour qu'on a de l'écrit par rapport à l'interprétation, par rapport à ce qui a été dit, il a parlé un petit peu de Bougar ce matin, tout comme d'autres, il a donné aussi l'exemple de Sony, et Boris en a parlé également, puisque quand on prend tous ces livres-là qui ont été écrits après le génocide au Rwanda, chacun finalement se fait sa lecture de ce drame qui s'est produit. Est-ce que ceux qui l'ont vécu comme une forme de résistance, ou est-ce que ceux qui l'ont vécu en relisant ces ouvrages-là qui ont été écrits ont senti une autre forme de résistance? C'est ça toute la dynamique qu'il y a dans l'écriture. Parce que lorsqu'on écrit, lorsqu'on communique, je ne sais pas, c'est Chab qui disait ce matin aussi que quand il avait lu Boris, il l'avait oublié. Il avait oublié ce qu'il y avait. Mais quand il s'est mis à écrire, il avait une forme de réminiscence qui l'a ramené au livre de Boris par rapport aux écrits de Boris. C'est ça aussi un tout petit peu. Le travail de l'écrivain, le travail du chercheur, ou le travail, entre guillemets, par extension, de l'universitaire, même si les universitaires et les écrivains ne sont pas très souvent d'accord, parce que tout simplement, ils surinterprètent souvent ce que les auteurs ont écrit, mais ils donnent simplement des schèmes, des canaux de lecture par rapport aux écrits. Donc, c'est tout ça qui constitue finalement et le travail de l'écrivain, et le travail du critique, et le travail du lecteur lambda qui arrive dans une librairie, qui arrive dans une bibliothèque, qui découvre votre ouvrage, qui le lit et s'en va l'interpréter ou se remémore des choses. Par moment, il peut trouver, vous en avez trop dit, pas assez dit, et par rapport, souvent même, il peut être en dispute avec vous sans même vous avoir parlé. De la même manière que vous-même, vous pouvez vous retrouver en dispute par rapport à votre personnage. Parce qu'en créant votre personnage, par moment, vous l'habillez, votre personnage vous dit non, moi j'aurais voulu être un boubou, alors que vous lui faites porter un pantalon. Vous lui dites, bon, voilà où tu vas marcher là. Il dit non, vous m'avez fait marcher sur des braises, alors que j'aurais voulu m'attabler dans un bon restaurant ou sur cela. Donc, ça, c'est le conflit qu'il y a. Et ce conflit aussi fait partie de la résistance, fait partie d'une autre forme d'exil en soi, ou de communication, ou de compréhension entre l'autre et vous-même, entre vous-même et ce que vous écrivez. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui se retrouvent là-dedans, mais pas forcément de la résilience, à mon sens. Merci. Merci, mon ami Diallo. Donc, il nous ramène à l'exil aussi comme lieu d'ensemencement. Je crois que c'est aussi des résistances, quoi. Je crois que le mot résistance aujourd'hui fait recette, et je crois que c'est tant mieux. Peut-être que aussi c'est la nouvelle, c'est peut-être aussi l'évolution où on va aller justement, la réflexion par rapport à l'exil, par rapport à la résilience aussi. Qui sait, on ne sait pas du tout de quoi le demain sera fait en littérature, parce que les choses sont tellement vite par rapport aux gens qui écrivent comme Libios, par rapport à leur volonté, par rapport aussi à ce que j'appelle toujours, parce que très souvent nous parlons de la littérature sans parler de l'écriture. L'écriture, oui. Ce que l'on appelle la littéralité d'un texte, c'est-à-dire la lumière qu'il y a dans un texte, qui fait que on lit un texte et on voit qu'il y a une singularité dans ce texte-là. C'est extrêmement important. Cette notion de se base. J'avais un professeur à l'université de Nanterre, dans les années 80, qui disait il faut savoir passer de l'écriture d'une aventure
à l'aventure d'une écriture. Je crois que c'est extrêmement important. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que l'exil, je le disais au départ, que l'exil, c'est une notion plurielle. On revient à ça. Selon la perspective dans laquelle on se situe, on a son propre exil. Et en préparant ce panel, je me suis donné quelques petites parcelles de réflexion. Je me suis dit, est-ce que l'exil, ce n'est pas aussi une opposition, un hiatus? Et j'ai mis en parenthèse un malentendu entre un chez-soi peu rassurant, menaçant, devenu exigu, hostile, indésirable, et un ailleurs supposé, je dis bien supposé, être meilleur, plus attractif, plus ouvert et plus hospitalier, mais surtout, fortement, entre parenthèses, exagérément, peut-être désiré. Et ce qui pose le problème que, en fait, il y a la réalité de l'exil qui peut être décevante, frustrante, et parce qu'elle peut se dévoiler comme tout le contraire du rêve de l'exil. Il y a la réalité de l'exil et il y a le rêve de l'exil. Ce dont nous avons rêvé, est-ce que c'est ça en fait, cette chose-là dont nous avons rêvé, est-ce que nous y sommes installés? Et ça, c'est pas toujours évident. Encore une fois, moi je le dis, j'ai vécu 45 ans en France. Durant ces 45 ans-là, j'ai écrit. J'ai été directeur donc de grands services municipaux, un cadre territorial. J'ai enseigné à l'université. J'ai tenu un restaurant. J'ai été... Dans tout cela, c'était quoi mon exil finalement? Mon premier livre, je l'ai écrit en 2005 en France. Mais j'écrivais depuis 1974-75. Et j'écrivais bien avant au lycée. Alors, où est l'exil finalement dans tout cela? Et je crois que c'est vrai que l'exil développe une part de résistance, de recherche d'équilibre, d'ensemencement du lieu, mais aussi de soi. Parce que l'exil, on l'a aussi en soi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être exilés. Ils sont exilés en eux-mêmes de façon. Et je crois que c'est ça aussi qui rend le thème très intéressant. Et si quelqu'un a quelque chose encore à dire par rapport à ça. Moi, je voudrais rebondir sur justement ces deux mots, résistance et résilience. Je voudrais juste rappeler ceci, que ce mot résilience qui semble maintenant s'installer durablement dans notre langage et même dans notre vécu quotidien, nous est tombé sur la tête comme le coronavirus, comme la Covid. C'est avec la Covid que ce mot résilience est apparu. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec la Covid? Contrairement au sida qui interpellait nos mœurs, la Covid frappait d'abord notre santé, frappait ensuite nos finances et frappait nos vécus sociaux. Et il est arrivé un moment, avec ces milliers de morts qu'on a vécus, il est arrivé un moment où on avait l'impression que toutes les barrières avaient sauté et qu'il n'y avait justement plus de résistance face à un microbe qui est en train d'envahir l'humanité dans toute sa globalité. Il n'y a presque plus de résistance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait justement s'assouplir pour pouvoir composer avec ce virus. On a même dit, essayons de vivre avec le virus, pour pouvoir composer ce virus et afin de pouvoir le bouter hors de chez nous. C'est en cela que ce mot résilience est un peu intéressant, parce qu'il y a de la souplesse. La résistance est conflictuelle. La résistance est toujours dans le combat. Quand on résiste, on est encore en train de se battre. Or, la résilience, c'est parce que justement, on a dépassé ce stade combatif. On est presque envahi, on est presque submergé. Et comment faire pour pouvoir retourner, émerger? On est couché quoi? Non, on est presque couché. On n'est pas encore couché, on est presque couché. Et c'est de la souplesse. C'est pourquoi le mot est intéressant. Parce qu'il y a de la souplesse dans le mot résilience.
on devient souple pour composer avec l'ennemi, justement, afin de mieux le combattre. Parce que si on n'était pas souple avec le virus, si on n'avait pas pu composer avec le virus, on n'aurait pas pu aujourd'hui le combattre et arriver justement à retrouver notre équilibre. C'est en ce moment que ce mot résilience est intéressant. Parce qu'il n'est pas rigide, il n'est pas figé. Il est beaucoup plus souple pour le mot résistance où on est beaucoup plus rigide et beaucoup plus ferme. C'est vous dire aussi que M. Seydou Sow a écrit un livre aussi sur la Covid et justement sur la relation à la maladie et à la pandémie. Je crois que c'est très important. Je crois que c'est ça aussi qui fait aussi qu'il peut en parler d'une manière aussi claire et aussi, si on peut se dire, aussi combative. Muriel. Alors, moi, on parlait des conflits, on parlait de résistance, de résilience. Moi, je voulais dire que quand on est en exil, que ce soit en dépassant des frontières ou en exil chez soi, on a vu de nombreux textes, de nombreux ouvrages émerger, justement, de ces conflits intérieurs-là. Et donc, tout n'est pas mauvais. Moi, je pense que c'est une façon d'accepter après le corps ce qui vient et de le rendre d'une autre façon. Une façon qu'on n'aurait pas pu connaître si, justement, on n'avait pas eu ce moment d'exil, là. Donc, c'est peut-être un exil, moi, je peux appeler ça un exil forcé, que ce soit un exil à soi ou bien, voilà, de façon géographique. Et s'il n'y avait pas eu cet exil-là, on ne se serait pas découvert un talent nouveau. Disons moi je suis devenue une chercheuse inconsciemment et du coup, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je serais restée dans mon confort. Et je continue toujours à chercher et découvrir des possibilités, des voies d'écriture que jamais je n'aurais imaginé en restant dans mon confort tranquillement chez moi. Donc ça nous force quand même à aller vers l'autre et à se redécouvrir, une forme d'écriture. Et je pense que ça c'est important et que beaucoup de personnes tendent à ça. Vous cherchez pas là ou bien quoi? Je ne voulais plus parler. Je ne vais pas laisser faire. Donc comme ça va réveiller un peu les gens qui font la sieste. Vraiment, je sais, j'ai pas lu ton livre sur le Covid là, mais justement, comme il disait, résilience, c'est de l'hypocrisie ce mot-là. C'est incroyable. Il n'y a rien qui le sert. Tu ne peux pas le défendre. Il est indéfendable. Il n'y a absolument rien qui le sert. Si tu veux, on parle du coronavirus. Toi, tu l'as pris de cette façon, de la façon officielle, cette pandémie. Moi, je la prends d'une façon un peu, on va dire, différente, hein, sans négationnisme de ce qui s'est passé. En mars, c'est daté, en mars 2020, donc au début de la pandémie, moi j'ai écrit un article dans Jeune Afrique qui disait exactement ceci comme titre: le coronavirus n'a personne à tuer en Afrique parce qu'il n'y a pas de vieux à tuer dans ce putain de continent. Le continent a 19 ans, du Cap à Alger. Le continent a 19 ans d'âge moyen, c'est les chiffres officiels. 19 ans. Tout de suite, la première des choses qu'on a compris sur le coronavirus, on a compris tout de suite que c'était une maladie de la pyramide des âges. Celle écartelée en haut là, des Occidentaux, était la première touchée. D'accord? Je ne dis pas que ça n'a tué personne ici, hein. Mais c'était un fléau pour les gens qui avaient des populations vieilles. C'est la première des choses qu'on a vues. D'accord? Et des histoires de résilience là ont commencé parce que les problèmes des gens qui ont les populations vieilles là sont devenus de façon systématique, nous forcément nos problèmes. D'accord? Et nous, on a intégré ça, leurs problèmes là. Déjà, ceux qu'on a sur nos têtes là, sont déjà pas mal. On a mis leurs problèmes sur nos têtes. Et quand les présidents de là-bas ont fermé tout, la première des choses qu'ils ont dit, mais vous n'avez rien, ça va cartonner chez vous là-bas. Fermez là-bas aussi.
Ils ont attendu le petit président de 40 ans, quand il a fini son discours, la net, 3 jours après. Toute la gérontocratie dirigeante, spoliante depuis 60 ans, ils se sont alignés comme ça derrière les enfants là. Et puis un analphabète aux États-Unis pour dire on ferme tout ici aussi. Fermer la Côte d'Ivoire, Kinshasa ou bien Abidjan, un endroit où tu ne peux vivre qu'en sortant de chez toi. C'était une hérésie incroyable. Quand on a laissé faire, parce que des gens comme toi ont défendu le terme résilience. Non. Moi, j'ai écrit, donc ça a laissé des traces, hein, donc j'ai dit non. Et 3 ans plus tard, à qui ça donne raison? C'est à ceux qui ont pris le temps de dire, bah, écoutez, les gars, réfléchissons un peu, posons-nous. Ne nous laissons pas abrutir par le bruit ambiant de ceux qui, depuis longtemps, nous imposent à la fois leur système de domination politique, culturelle, tout, y compris même notre manière de réagir. C'est too much. C'est pour ça que c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout le respect que je te dois, donc ça veut dire que je vais commencer à te manquer de respect. C'est pas possible. Il faut qu'on change. On est là ici au nom des mots. Et on est des manipulateurs de mots. Quelles que soient les langues dans lesquelles on les manipule, on leur donne un sens, une vie. Et nous sommes des créateurs de consensus de sens sur les mots-là. Et ce sont les mots qu'on utilise pour résister, pour mettre de la pensée et de l'action sur ce qui nous arrive. Donc, c'est normal qu'on ait réagi de façon aussi molle. C'est normal qu'on ait réagi comme ça, parce qu'on nous a dépouillés de nos armes de réflexion qui sont les mots. Tu ne peux pas agir ce que tu ne penses pas quand tu n'as pas les mots pour le penser. Donc, il faut tuer le mot définitivement. Tuer le mot. Ce que je voudrais juste dire, c'est que quel que soit l'exil qu'on vit, l'exil n'altère pas la capacité de création de l'écrivain. Je crois, Madame Muriel a dit que ça pouvait être même un facteur enrichissant. Donc, pour moi, l'écrivain reste toujours ce porteur d'idées, capable de synergie, et capable d'apporter un plus à la société. Ce matin, on a parlé de un peu de bien. Il faut que nous continuions de travailler et que, comme disait Gaudin, les choses qui ne nous concernent pas, vraiment qu'on les mette de côté. Merci. Ok, non mais c'est passionnant de voir comment est-ce qu'on tourne les mots, on les utilise. C'est vrai qu'il a raison, qu'il faut savoir comprendre les mots pour les nommer, ou avoir un sens de responsabilité dans les mots pour les nommer. Et surtout, c'est simplement ce suivisme-là qu'il y a à chaque fois. Et c'est vrai que très rapidement, quand de l'autre côté, quelqu'un plaisantait en disant, une fois que un président ou de côté de l'Occident, on éternue, et en Afrique, tout le monde se met à tousser. Voilà. Donc, parce que ce sont eux qui décident en réalité, et aussi bien pour les économies que pour toutes les autres choses. Même nos chaînes de télé ou de médias, tout le monde s'y est mis. À chaque fois qu'il y a une actualité là-bas, il fallait essayer de la couvrir, et on oubliait même les morts ou bien les malades qui sont là chez nous, mais on parlait beaucoup plus de l'impact que ça produisait de l'autre côté. Et je pense que peut-être que c'est là, quelqu'un disait que c'est un peu tôt, ou en tout cas, c'est vrai que
Seydi et d'autres. J'ai vu des livres aussi publiés au Nigeria, au Bénin. Beaucoup ont publié des livres collectifs sur le Covid ou la Covid, c'est comme on veut. Mais il est encore un peu tôt de tirer les leçons réellement de cette manipulation-là à laquelle nous avons tous pris part. Et je pense qu'il faudra prendre le temps. Mais pour en revenir à l'écriture et à l'exil, je pense que c'est là qu'il faut surtout essayer de creuser par rapport à la littérature et par rapport à l'écriture simplement, puisqu'il faut d'abord parler de l'écriture, il faut parler du contenu. Et c'est ce contenu-là qui va créer la littérature, qui va féconder la littérature et qui va permettre de savoir vers où on veut aller ou quelles sont les formes d'écriture qu'on peut avoir, en quoi ces formes d'écriture-là peuvent apporter, comme le disait aujourd'hui chacun d'entre eux sur l'ancien panel, le panel précédent, je veux dire, chacun a répondu un peu de la part de bien qu'il procurait, encore que ce bien-là, il est très relatif. C'est un bien par rapport à qui, un bien pour qui. Et je pense que les illustrations que Samy a données ce matin, je reviens là-dessus, montrent qu'il y a une différence dans ce qu'on appelle bien, parce que quand Sony écrit d'une certaine manière et à un moment donné prône d'autres choses ou écrit d'autres choses, il fait le bien d'une population ou d'une partie de communauté, mais pas forcément l'autre communauté. Et donc le bien devient partout relatif. Est-ce que ce que nous disons, c'est que nous écrivons, c'est notre bien à nous? Est-ce que c'est le bien collectif? Est-ce que c'est le bien individuel? Sachant que le bien individuel peut dégénérer, peut virer à un drame collectif. Donc ça aussi, il faudra savoir le dire ou le faire. Et c'est une chose à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Merci. Juste avant de donner la parole à Théophile, je crois que c'est Sadoula Boutanzi qui disait qu'il faut nommer les choses. Il faut savoir nommer les choses. Et il continue, il dit « Malheur à celui qui ne sait pas nommer ». Mais nous sommes en milieu, en terre d'écriture, en terre de littérature. Et nous ne pouvons pas nommer par le dogme, ni par la pensée unique. C'est-à-dire que nous sommes tous, nous les écrivains, les poètes, nous avons, Dieu merci, ce droit absolu de pouvoir définir, de dire les choses à notre manière, et chacun à notre manière, pour ne pas être pris comme cible par l'autre, pour imposer une pensée telle qu'elle soit. Je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire c'est ça aussi le respect qui nous lie à l'autre. C'est ça. Le respect qui nous lie à l'autre. C'est le fait que la pensée puisse circuler dans la liberté. Et ça, c'est extrêmement important. Je donne la parole à Cédou. Après, il est l'heure. Après, on va arrêter. Non, mais je voulais juste dire quand même qu'il faut rectifier. Ni gauche, ni ce que j'ai dit, ce n'est pas par non-respect à la pensée de l'autre. Ce n'est pas une pensée unique. Non, là, tu n'es pas quelqu'un. Moi, je n'ai pas donné ça à toi, hein, la parole. Parce que là, quand je te parle, tu te sens déjà visé. Et non, pas du tout. Moi, je parle de la boutanité, je parle de nommer, et donc c'est ça, quoi. Donc, on parle de trucs, mais il faut savoir. Mais, c'est ça, bien. C'est déjà bien. C'est un débat intellectuel. Mais cause, je partage entièrement tes idées à un moment donné. J'avais dit que la Covid, la fumisterie. Moi aussi, j'ai dit ça à un moment donné. Mais moi, j'ai parlé dans ma posture d'agent de santé. Moi, j'étais au milieu. J'ai vécu la Covid. J'ai vu la débandade des agents de santé. J'ai vécu la Covid dans ma chair, puisque j'ai été infecté moi aussi. Et j'ai vu comment est-ce que les gens étaient totalement désarrois face à un virus qui avait tendance à se propager. Et c'est là où je dis qu'il faut comprendre le mot résilience. Comment résister à quelque chose, d'abord qu'on ne voit pas, qui a dépassé toutes les armes que nous avions. Nous autres, humains, qui avions l'esprit scientifique, ont été dépassés. Si on n'avait pas su justement être résilient, aujourd'hui on n'aurait pas pu sortir la tête de l'eau. On n'aurait pas eu les vaccins, on n'aurait pas eu tous ces éléments-là.
la Covid existe et a existé. C'est heureux que l'Afrique n'ait pas succombé, n'ait pas eu cette hécatombe dont on prédisait. C'est une bonne chose, peut-être parce que nous avons le soleil, peut-être parce que nous avons la bénédiction des ancêtres. Mais, encore une fois, il ne faut pas toujours rejeter totalement les mots comme ça. Il faudra essayer de les voir dans leur expression du moment pour ne pas les rejeter. Merci. Merci beaucoup à nos panélistes. Merci de ces discussions, pour ces précisions, pour ces analyses très intéressantes. Et je crois que chacun de nous va sortir de ça là, continuant son chemin. Un chemin qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, nous le savons tous, parce que c'est un chemin de réflexion, c'est un chemin de savoir, c'est un chemin de recherche, de quête. Et donc, eh bien, que chacun de nous continue à faire sa quête personnelle pour que l'Afrique, notre Afrique que nous adorons, que nous aimons, puisse en tout cas, eh bien, s'en trouver simplement plus encore, comme dit mon ami Amadou Mankon, que notre cher continent de la pleine lune continue encore à briller pour nous. Merci beaucoup.